sera modéré par M. Faye, chargé des relations académiques au sein du groupe AFILUE. Alors, sans plus tarder, nous allons donner la parole à la plus belle directrice générale de l'Afrique de l'Ouest, comme j'ai l'habitude de l'appeler, Madame Diouf, Sophie Koulibaly. Un maximum d'applaudissements. Applaudissements pour notre chère directrice générale, s'il vous plaît. Au sein de AFILUE, plusieurs efforts ont été consentis autour de la question de l'insertion. Mise en place de programmes de formation et de perfectionnement pertinents, articulés selon une logique de progression adaptée et cohérente pour répondre aux besoins d'une formation interdisciplinaire, polyvalente et opérationnelle, conformément aux besoins et attentes de l'entreprise. Mise en place d'un cahier de professionnalisation visant à faire découvrir aux étudiants l'environnement de l'entreprise. Érection d'un service insertion au sein du département développement et coopération avec le monde du travail. Ce service a pour mission la mise en œuvre d'activités de promotion de bonnes pratiques professionnelles telles que le renforcement des étudiants sur les techniques de recherche et d'emploi, l'organisation d'événements favorisant l'insertion professionnelle à l'image de AFISpeed Job Dating, la coopération avec le monde professionnel dans le but de signer des conventions de partenariat gagnant-gagnant, l'obligation de tous les étudiants de la première année de licence jusqu'à la dernière année de master d'accomplir une partie de leur formation en milieu professionnel sous forme de stage impliquant la rédaction et la présentation de rapports. La mise en œuvre d'activités d'accompagnement des étudiants porteurs de projets au sein de notre centre d'incubation AFIBoost. Malgré tous ces efforts, les résultats restent mitigés. Les difficultés persistent et la problématique de l'insertion professionnelle des jeunes diplômés demeure. Dans ce contexte, en plus d'une formation innovante visant l'amélioration de l'employabilité des jeunes, il demeure impératif de créer un cadre d'analyse et de réflexion sur la situation des jeunes diplômés face au marché du travail, de faire un diagnostic de la situation de l'emploi, de dialoguer, d'interroger nos pratiques afin de formuler des propositions et de trouver des solutions à la problématique de l'insertion professionnelle des diplômés. Voilà pourquoi nous avons organisé ce panel qui nous réunit aujourd'hui. Je demeure convaincue qu'au vu de la qualité de l'audience et de l'expertise des intervenants, les échanges seront d'excellentes factures et des stratégies et des orientations pertinentes sortiront de vos réflexions. Soyez rassurés de notre totale adhésion et de notre propre soutien. Sur ce, je souhaite plein succès à ce panel portant sur la problématique de l'insertion professionnelle des diplômés, rôle des universités et des entreprises. Merci de votre aimable attention. AFI Université de l'entreprise, par le biais de l'événement AFISpeed Job Dating, a essayé d'initier un panel qui porte sur le thème la problématique de l'enseignement supérieur privé, mais également l'insertion des étudiants dans les entreprises. Cette problématique donc va voir les interventions de plusieurs panélistes. Nous allons recevoir en premier lieu M. Kendra Sima, venir représenter l'entreprise Socium Diop. Nous allons également accueillir Madame la vice-présidente de AFI l'Université de l'entreprise, Madame Mariama Ndiaye Koulibaly. En troisième lieu, nous allons accueillir Madame Magat Diop de MD Language. Madame Amissar Fall également va venir en quatrième lieu. Et en cinquième lieu, nous allons accueillir le professeur Sengan Bodj. Donc sans plus tarder, nous allons passer la parole à M. Kendra Sima de Socium Diop. Socium Diop est une entreprise qui travaille énormément pour l'insertion des jeunes. C'est dans ce cadre-là d'ailleurs que nous avons signé beaucoup de conventions avec quelques grandes écoles de la place. Nous travaillons beaucoup la partie marque employeur, puisque les candidats d'aujourd'hui, les talents d'aujourd'hui sont totalement différents des talents que nous avons été, puisque nous on a commencé à chercher notre premier emploi dans les années 90. C'était beaucoup plus compliqué. Il y avait peut-être 1 ou 2 journaux de la place dans lesquels paraissaient les annonces.
Alors moi, jusqu'à l'entretien avec un jury, je n'avais aucune idée de l'entreprise pour laquelle je postulais. Donc aujourd'hui, c'est totalement différent. Donc aujourd'hui, vous avez des plateformes comme SocialJob. Donc je profite de l'occasion pour vous montrer le QR code qui est affiché ici, qui permettra à tous les étudiants en fin d'année de pouvoir le scanner pour venir sur la plateforme SocialJob et télécharger directement leur CV. Alors, nous travaillons beaucoup avec l'intelligence artificielle. Dès que votre CV est sur la base de données, c'est un algorithme qui va se charger justement de diriger votre CV vers les entreprises qui recrutent et qui ont besoin de profils qui sont similaires aux vôtres. Aujourd'hui, nous travaillons pour à peu près 200 entreprises. Presque tous les grands groupes, toutes les multinationales passent par nous. Donc je vais en citer quelques-unes. Philippe Maurice, Dakarnave, Auchan, Sénégal, Orange. Et je ne peux pas ne pas citer aussi notre partenaire et client Gaïdé 2000 qui est là, qui est aussi une référence sur le plan numérique et digital en Afrique. Et voilà, toutes les conditions sont réunies vraiment pour permettre aux jeunes chercheurs d'emploi de trouver chaussures à leurs pieds. Alors, pour parler de problématiques de recrutement, donc, personnellement, j'ai identifié 2 ou 3 axes. Alors, le premier axe, c'est l'inadéquation des formations avec les besoins du monde de l'entreprise. Mais bon, j'ai lu tout à l'heure quelques documents de la FIE, donc j'ai vu que de gros efforts ont été faits justement pour rapprocher du mieux possible les formations et les besoins des entreprises. Donc je pense qu'il va falloir aller encore un petit peu plus loin. Alors, je l'ai vécu en tant que recruteur puisque nous étions dans un système d'intérim et notre mission c'était de dénicher des talents et de les mettre à la disposition des entreprises. Alors malheureusement, la plupart de ces jeunes étudiants qui arrivaient sur le marché de l'emploi, au terme du premier contrat, n'étaient pas confirmés. Donc, et nous, c'était une perte d'argent puisque justement, on facturait sur la base de la présence du travailleur au sein de l'entreprise. Alors, pendant des années, nous avons réfléchi pour savoir comment faire pour que les étudiants qui sortaient des écoles puissent, au terme peut-être d'un premier contrat d'essai, de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée. C'est là que nous avons compris et trouvé des solutions pour résorber ce gap entre la formation académique et le monde de l'entreprise, mais qui n'ont vraiment rien à voir. Alors, nous avons commencé en tant que professionnels à intervenir auprès des grandes écoles qui nous fournissaient les plus gros contingents d'étudiants. Justement, alors personnellement, je m'occupais de tout ce qui était en action commerciale, marketing, management, etc. Pour les recherches, aujourd'hui, il y a énormément de solutions qui sont à la disposition des jeunes chercheurs. Donc là, je viens de vous montrer le QR code de SocialJob qui vous permet de télécharger votre CV directement et puis de rester à l'écoute. Tous les DRH ou responsables RH qui recrutent, notamment qui donnent la chance aux jeunes, parce qu'à nous tous, à un moment donné, quelqu'un nous a donné une chance de démarrer notre première expérience professionnelle. Et d'ailleurs, c'est dans ce cadre-là que nous évoluons. Donc, sur les 80 et quelques mille emplois que nous avons pu créer depuis que nous existons, ben, écoutez, un peu plus de 76% concernent des jeunes diplômés. Et nous ne nous contentons pas seulement de les mettre en relation avec les entreprises, nous les accompagnons, donc nous les formons, nous leur apportons ce qui leur manque justement pour pouvoir s'insérer très très facilement dans le cadre des renouvellements de contrats ou même du passage d'un contrat de stage à un contrat à durée indéterminée. Le document qui vous permet d'être apprécié par le recruteur. Donc on se rend compte qu'il y a beaucoup d'erreurs justement dans les CV. Donc moi je me rappelle, lorsque je recrutais, on me disait par exemple, on cherche un commercial qui a entre 35 et 40 ans ou qui a entre 25 et 35 ans, qui a fait Bac plus 4, Bac plus 5, même s'il n'a pas d'expérience professionnelle, c'est bon. L'âge devient un critère de recrutement.
Alors, nous avions l'habitude, à l'époque, systématiquement de mettre notre âge sur les CV. De plus en plus, les jeunes chercheurs d'emploi ne mettent pas leur âge sur le CV. Et ça, c'est un souci. De bien les renseigner, de bien présenter les CV. Bon, aujourd'hui, vous avez beaucoup de chance. Il y a des applications qui sont là pour vous aider, comme ChatGPT, etc. Donc, j'espère que cela ne représente pas une menace pour la fonction RH, mais mon cher Abel Michossow nous en dira quelque chose tout à l'heure. Voilà, donc voici quelques axes que j'ai identifiés. Peut-être qu'on aura tout à l'heure le temps de revenir sur tout ça, mais sachez que vous pouvez tous aller sur la plateforme de recrutement Social Job. Il y a des centaines d'offres d'emploi qui sont disponibles, et souvent pour les juniors que vous êtes, téléchargez votre CV et puis attendez que le recruteur vous appelle. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous contacter afin qu'on puisse vous aider à préparer votre entretien. Je vous remercie de votre attention. Voilà, merci beaucoup, M. Kendra Simon. Elle a soulevé une problématique importante. C'est l'inadéquation entre la formation et les besoins des entreprises. Tout à fait. Nous avons aujourd'hui un modèle que moi, personnellement, j'appelle le modèle affilié de l'Université de l'entreprise. L'Université de l'entreprise, certainement une histoire très longue, qui a fait qu'aujourd'hui, on parle de l'université au service de l'entreprise, que j'appelle. Je mets l'USE, donc l'université au service de l'entreprise. DG, si j'ai commis une infraction, il faudra me... Voilà, donc l'université au service de l'entreprise. Il y a un modèle, parce que c'est parti d'un constat. Donc il y a aujourd'hui la constitution du paysage économique ne peut plus laisser les acteurs ou bien les établissements d'enseignement supérieur dans leur coin, recroquevillés comme ça, mais il faudra qu'il y ait une intervention en essayant de relever les réalités liées à l'insertion professionnelle des jeunes diplômés dans les grandes entreprises, mais également dans les petites et moyennes entreprises. L'adéquation entre la formation et les besoins en ressources humaines des entreprises, les stratégies mises en place, nous allons essayer, avec Mme Maria Mandiaye Koulibaly, d'aborder le modèle de l'université de l'entreprise. Elle va certainement appuyer sur l'entrepreneuriat des jeunes. Si oui, mais comment doivent-ils être accompagnés? Madame Maria Mandiaye Koulibaly, que nous allons accueillir sous vos applaudissements. Pour aborder cette question d'insertion professionnelle des jeunes, je ne peux m'empêcher, en préambule, de donner un bref aperçu du contexte socio-économique du Sénégal. L'insertion professionnelle des jeunes aujourd'hui, tout comme leur employabilité, constitue deux des problématiques majeures dans les processus économiques du continent africain en général, en Afrique subsaharienne en particulier, où les paysages économiques de plusieurs régions se ressemblent et se caractérisant par une forte prédominance du secteur informel, très peu structuré et difficile à appréhender au plan macroéconomique. Si nous prenons l'exemple du Sénégal qui nous intéresse aujourd'hui, le tissu économique comporte 97% d'entreprises évoluant dans l'informel, avec une forte prédominance des MPE, c'est-à-dire les micro, petites et moyennes entreprises, représentant, tenez-vous bien, 99,8% des unités de production, et ce qui est effarant, c'est qu'elles ne génèrent que moins de 20% du chiffre d'affaires national. À côté, vous avez 0,2% de grandes entreprises, essentiellement des multinationales et autres sociétés à capitaux étrangers, qui génèrent à elles seules plus de 80% des recettes nationales. Et donc, en fait, ça amène à réfléchir. Il s'agit d'un tableau, à mon avis, effarant. Moi, je l'appelle effarant parce que tout simplement, on se pose la question de savoir où est l'économie locale. Quel rôle elle joue au niveau de notre pays, au niveau de notre économie, et quelle est la place qui est réservée aux étudiants diplômés qui sont en quête d'emploi. Et donc, ça nous amène à faire un bref aperçu de la situation de l'offre et de la demande d'emploi. Je l'appelle la frayeur des chiffres. Cette panoramique de notre tissu économique, peu reluisante, je dis bien, quant à l'assise d'une économie forte, d'une économie locale forte, ne plaiderait pas pour un environnement des affaires favorable à un marché local de l'emploi efficient,
sous-tendu par un taux d'absorption significatif des milliers de nouveaux profils sortants des institutions d'enseignement supérieur. L'insertion aujourd'hui est considérée comme la 4e mission de l'université sénégalaise. Les acteurs de l'écosystème universitaire ont à présent compris l'urgence de développer des solutions pour parvenir à bout de l'épineuse question de l'insertion des jeunes diplômés. Et j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Dis-moi combien d'entreprises tu as, je te dirai ton niveau de développement. C'est l'entreprise qui recrute, c'est l'entreprise qui développe, c'est l'entreprise qui est le moteur de croissance. En tant qu'universitaires, nous le pensons et depuis le départ, depuis la naissance de AFI. Et c'est cette vision qui a présidé à la naissance de AFI, l'université de l'entreprise. Nous pensons que l'entreprise est la principale destinataire de nos profils sortants. Nous formons pour l'entreprise, dans son sens large bien sûr. Il convient donc pour nous, en tout cas au niveau de AFI, c'est comme ça que nous réagissons, de construire l'entreprise, avec l'entreprise, le produit, je dis bien le produit entre guillemets, dont elle a besoin. Parce qu'effectivement, quand vous produisez un bien, vous le destinez à une cible. Si la cible n'est pas intéressée, vous ne risquez pas de vendre votre produit. Donc, il convient de construire avec l'entreprise le produit dont elle a besoin, aussi bien en termes de savoir-faire, mais également de savoir-être. Pour une intégration souple, pour faciliter l'intégration du diplômé au sein d'un espace socio-professionnel. Effectivement, l'entreprise est un espace socio-professionnel. AFI a sa partition à jouer et on ne peut pas terminer cette présentation sans parler des stratégies de déploiement au sein de AFI-LUE et sans parler de notre expérience. AFI, l'université de l'entreprise, en relation avec un vaste réseau d'entreprises qu'elle a tissé depuis 30 ans et d'organisations partenaires, développe donc depuis 30 ans des programmes d'alternance école-entreprise. Nous nous sommes inscrits dans la dynamique de travailler avec l'entreprise et tous nos programmes sont des programmes d'alternance école-entreprise. L'insertion en entreprise au niveau de l'AFI commence dès la première année de formation à travers la mise en œuvre d'un cahier de professionnalisation, une boîte à outils, une sorte de boîte à outils qui renferme plusieurs éléments de mise en situation pratique déroulés aussi bien en intramuros qu'en extramuros. Terme bien aimé par M. Mbo, n'est-ce pas, notre conseiller à la présidence. Des activités encadrées en situation réelle ou simulée qui participent de l'émulation de l'apprenant en milieu professionnel. Donc, quelques exemples que nous allons citer de ces outils. Les bureaux, ce qu'on appelle les bureaux, qui sont conçus par filière. Nous prenons par exemple pour la comptabilité, les étudiants en gestion, le bureau comptable. Il y a le bureau fiscal, bureau commercial, etc. Le stage de première année est extrêmement important. Ça permet de mettre un pied dans l'entreprise. Ça permet à l'élève, à l'étudiant, de rencontrer l'entreprise, l'environnement de l'entreprise, pour découvrir l'environnement de l'entreprise. Il y a le stage mission en deuxième année, où l'étudiant se voit affecter plusieurs tâches pratiques dans l'entreprise. Pendant son séjour, bien sûr, il développe des aptitudes opérationnelles parce qu'effectivement, aidé par le programme qu'il a suivi pendant toutes ces 2 années-là. C'est ainsi qu'en 3e année de licence, les formations sont organisées de sorte à permettre à l'étudiant une certaine mobilité professionnelle, avec même la possibilité de discuter des contrats de travail, parce qu'effectivement, les horaires sont aménagés et l'étudiant peut même poursuivre en alternance école-entreprise tout le reste de son cursus jusqu'au master. Il y a aussi les études thématiques de terrain. Les études thématiques de terrain mettent l'étudiant en situation de consultant junior. À partir des données collectées, il étudie et analyse les thématiques pour ensuite prodiguer des conseils et faire des recommandations susceptibles d'être usitées par des décideurs. La liste, ce n'est pas exhaustive, bien sûr, ce sont là seulement quelques outils qui participent d'une part au renforcement de l'employabilité et d'autre part à développer des aptitudes à l'auto-emploi, autrement dit au mindset entrepreneurial. Au niveau du groupe AFI-LUE, nous avons un incubateur qui s'appelle AFI-Boost, comme son nom l'indique, c'est véritablement pour booster les projets des étudiants, faire en sorte qu'ils réalisent leurs projets et que ce ne soit pas du tout un seul risque, que ce soit véritablement une réalité. Donc AFI-Boost s'active depuis plusieurs années à accompagner les porteurs de projets internes comme externes, parce que nous n'accueillons pas que nos étudiants, nous accueillons aussi des apprenants, des étudiants qui viennent d'ailleurs.
suivant des critères bien sûr. Voilà, donc en interne comme en externe, à la création de leur propre entreprise. La mise en œuvre d'ailleurs du programme d'incubation de 2022 a permis la création de 15 entreprises d'étudiants avec une moyenne de 2 à 3 employés chacune. Mesdames et messieurs, chers panélistes, chers étudiants, chers invités, ce sont là quelques éléments qui constituent notre modeste contribution à ce riche panel. Nous n'avons pas la prétention de dire que cette contribution est exhaustive, mais c'est juste en fait participer à une problématique qui est la recherche de solutions pour une problématique qui est véritablement chère à notre pays. Et justement, ce panel que je remercie parce que constitué d'éminents experts et personnalités qui œuvrent dans tout le renforcement, qui œuvrent tous dans le renforcement de l'employabilité et la promotion de l'emploi des jeunes. Je vous remercie. Madame Mariama Koulibaly donc a essayé de donner quelques pistes stratégiques, mais surtout des pistes qui ont été mises en application au niveau de l'université de l'entreprise. Elle a eu également à soulever dans son mindset l'importance de la langue. Si nous comprenons la langue anglaise, peut-être je ne comprends pas la langue, certainement j'en ai d'autres personnes qui sont dans mon niveau. La langue pourrait peut-être être un élément ou bien un outil qui va permettre d'accroître le niveau d'employabilité de l'étudiant. Certainement, vous avez commencé à hisser la tête, je viens vers vous. Quelle est donc la contribution de la langue dans l'employabilité de l'étudiant? Nous allons accueillir Madame Magatte Diop de MD Language. MDN Language Center est donc une agence qu'on a ouvert, un centre sur Dakar. Nous existons à Londres, la maison mère se trouve à Londres. Et donc nous avons aussi un centre à Paris. Et nous apportons l'anglais au Sénégal, qui existe déjà. L'anglais était là déjà au Sénégal, mais en tenant compte d'une problématique, le complexe de l'accent. Les Sénégalais ne veulent pas parler anglais parce qu'ils ont un complexe en disant « Ah, j'ai pas un bon accent, je ne parle pas comme un anglais, comme un britannique ». C'est pas grave, c'est pas grave. Il faut parler, se mettre à l'anglais, apprendre et tout pratiquer. Vous l'avez compris, vous êtes étudiant, vous arrivez sur un monde de l'emploi avec des cabinets de recrutement qui ont des moyens de recrutement de plus en plus drastiques, de plus en plus très demandeurs. On vous met des algorithmes qui trient votre CV. Qu'est-ce qui va faire la différence? À compétence égale, à diplôme égal, à expérience égale, qu'est-ce qui va faire la différence? La différence va se faire sur le niveau linguistique. Et j'ai commencé donc à faire former des non-anglophones qui étaient en Londres, qui ont besoin de travailler et qui avaient le même frein que moi, c'est-à-dire l'anglais. Et j'ai commencé donc à travailler, à former des non-anglophones et à les insérer dans l'emploi, à leur trouver de l'emploi, à les aider à faire leur CV, leur lettre de motivation, les entraîner à faire un entretien en anglais. Avec une caméra, on se filme et on se regarde. Et on dit « Ah waouh, c'est ça que ça donne ?» Oui, c'est ça que ça donne. Et après, on se rectifie, on se corrige. Et on continue à apprendre l'anglais pour pouvoir s'insérer professionnellement. L'idée m'est venue par la suite, donc, de cette chose-là, un frein au départ, je l'ai transformé en opportunité. Et après, j'ai ouvert un autre centre à Paris pour faire la même chose que ce que je fais ici à Dakar, c'est aider les demandeurs d'emploi dont l'anglais est un frein à lever ce frein-là. Je connais la problématique de l'apprentissage de l'anglais puisque moi-même je suis passée par là. Et maintenant j'ai les compétences, je suis professeur d'anglais. Je conçois même des cours. J'ai pris les agréments dans les référents mondiaux, ETS Global, Cambridge, OBP UK, tout ça j'ai amené à Dakar pour venir à votre rencontre et vous permettre ici, dans votre pays, de pouvoir perfectionner votre anglais, de pouvoir perfectionner votre connaissance de l'anglais, bien la parler, bien la manier et le mettre sur votre CV et pouvoir aussi trouver du travail et faire la différence. Alors, il y a beaucoup de choses que j'ai vues sur les CV quand je suis venue ce matin en recrutement, c'est que vous me mettez l'anglais lu, écrit, parlé. Ça ne veut rien dire.
un recruteur est là à côté de moi, il faut mettre votre niveau de maîtrise de l'anglais. Et ça, il faut le savoir. Donc, vous passez un test et on détermine quel est votre niveau. Et ce niveau, c'est un niveau qui est harmonisé internationalement, qui fait que quand vous dites que mon niveau, c'est A2 ou B1, on sait de quoi on parle. Parce que quand on va regarder sur la référence, B1, ça correspond à des aptitudes que vous avez. Donc, en fait, il faut enlever de votre CV le lu, écrit, parler, ça ne veut strictement rien dire. D'autres, ils m'ont mis des petits points comme ça, comme une barre qui se charge comme une batterie de recharge, téléchargement, et au recruteur de deviner quel est votre niveau. Vous voyez? Donc, ce sont des choses qu'il faut savoir. Et avec MDL Language Center, on est là aussi pour vous coacher. L'adéquation que AFI fait entre l'université et l'entreprise, il faut en tirer profit. AFI fait venir des entreprises à vos côtés, à l'intérieur du système d'AFI, pour vous coacher, pour vous moduler, pour vous préparer. Vous avez la formation initiale que vous faites pour avoir votre diplôme, mais vous avez aussi la formation linguistique, savoir faire un CV, un bon CV, avec les bons termes, sans faute, la lettre de motivation, et pouvoir vous exprimer, dire aussi bien en français qu'en anglais qui vous êtes, vous présenter, dire quelle est votre compétence. Beaucoup mettent juste le titre du diplôme, et vous savez faire quoi? Et vous avez du mal à l'expliquer. Et donc, vous devrez pouvoir l'expliquer aussi bien en français simple, mais en anglais également. Donc voilà, c'était ma contribution sur ce panel linguistique. L'anglais est super, super important. Nous sommes à l'ère du digital, à l'ère de Internet. Il faut en profiter. Le champ de recrutement est très, très large. Et l'anglais vous permettra, si vous ne trouvez pas du travail, parce que le tissu économique dans le pays où vous êtes, le nombre d'entreprises dans le pays où vous êtes est très, très restreint, vous pouvez trouver du travail si vous avez un bon niveau d'anglais, si vous maîtrisez votre anglais, si vous masterisez votre anglais et que vous pouvez aussi l'utiliser comme outil pour avoir un emploi ailleurs que là où vous êtes géographiquement. Voilà ce que je voulais donc ajouter au niveau de l'importance de l'anglais dans votre cursus et l'insertion socio-professionnelle. Pour faire n'est-ce pas, des futurs professionnels, corser les choses, mettre en place un bon programme pour les aider à être beaucoup plus enclins, beaucoup plus en phase avec les besoins de l'entreprise, peut-être ils peuvent ne pas comprendre. Mais nous, de l'intérieur également, on va tout faire pour empêcher tout ça, pour se dire, écoutez, comment faire pour satisfaire les besoins de compétences de l'entreprise sans augmenter la masse salariale? Pourquoi? Parce que le ratio masse salariale ne nous le permet pas. On a nos objectifs, mais sur la base de nos objectifs stratégiques, on va se poser un certain nombre de questions. Quelles sont les compétences qui vont nous conduire vers l'atteinte de ces objectifs? Et maintenant, comment faire pour se doter de ces compétences-là sans pour autant procéder à l'augmentation de l'effectif qui va impacter sur la masse salariale? À partir de ce moment, on travaille en interne. Nous avons un bon dispositif de renforcement des compétences internes, une bonne politique de formation. Première action à poser, on va lancer la formation. Et pas n'importe quelle formation. On va mettre en place un plan de perfectionnement et de renforcement des compétences. Je vais prendre l'effectif de la direction commerciale, marketing, communication, je vais doter à chacun de compétences additionnelles pour éviter le recrutement. Ce n'est qu'à partir du moment où je me rendrai compte que je n'ai pas suffisamment les compétences nécessaires pour pouvoir accéder à mes objectifs stratégiques que je vais commencer à tourner, n'est-ce pas, pour regarder dehors, pour voir qui est-ce que je peux trouver dehors qui pourrait éventuellement intégrer l'entreprise et me permettre de régler mon problème. Mesdames et messieurs les étudiants, ce n'est que dans ce sens-là uniquement que nous allons taper sur la porte des cabinets pour leur dire nous avons besoin de tel et de tel profil. C'est des clients et on sera extrêmement exigeant. Avant de payer, on va les prendre, on les intègre, on les met en situation, on les évalue. On fait du 360 degrés pour voir est-ce qu'on a la bonne compétence ou pas. C'est des ressources. Les compétences, n'est-ce pas, c'est également des ressources de développement de l'entreprise. Quand on rate le recrutement, c'est une façon de porter un coup fatal à l'entreprise.
On va augmenter son chiffre d'affaires, sa masse salariale, sans pour autant que cela ne se répercute sur l'augmentation du chiffre d'affaires. On va me dire maintenant, calculer les seuils de rentabilité de tout un chacun, je cours de gauche à droite. J'ai cherché des gens, ils sont là, mais est-ce qu'ils sont rentables? Mettez en place un système d'évaluation avec des critères pertinents pour pouvoir jauger le niveau de contribution de tout un chacun. J'évalue leurs compétences, j'évalue leur profil, j'évalue également leur niveau de performance. Pour maintenant dire à la direction générale, écoutez, je suis un bon DRH, j'ai atteint mes objectifs en termes de recrutement, mais je vais le dire autrement, j'ai atteint mes objectifs en termes de satisfaction des besoins de compétences de l'entreprise. Les universités doivent pouvoir poser des actes de nature à accompagner également les jeunes. AFI est en train de jouer son rôle. Moi, je pense que sur l'échiquier national, si vous n'êtes pas les seuls, il n'y a pas beaucoup d'universités de formation qui se soucient des besoins de l'entreprise. Vous n'applaudissez pas? Mais non. Mais c'est bien d'encourager également les bonnes initiatives parce que c'est une façon également de vous aider à intéresser les entreprises. Moi, je ne le dis pas tout haut, mais je vous garantis, il y a des étudiants, dès le premier cours, à la sortie, je les ai appelés pour leur dire, vous faites quelle année? 3e année. Je suis votre professeur en tel, j'ai besoin de vous, c'est pour autre chose. Actuellement, il y a 3 étudiants qui sont dans des cabinets. Ils ont travaillé avec moi pendant 3-4 mois parce qu'ils m'ont manifesté non seulement une volonté, mais également, il y a un impact considérable par rapport à toutes ces initiatives positives-là. J'ai vu que c'est des gens qui pouvaient m'apporter. Je les ai placés dans des entreprises, ils ont occupé des postes, ils ont joué un grand rôle. Et jusqu'à présent, ils sont là-bas. Certains, ils sont dans d'autres cabinets. Je ne le dis pas parce que je dis que c'est une obligation, c'est un besoin également que j'ai satisfait. À partir de ce moment, l'État doit aller au bout de sa logique, accompagner les jeunes. Pourquoi? Parce que tout simplement, le jeune, quand il intègre l'entreprise, il vient au niveau du service des ressources humaines. Il vient de AFI, je l'ai en gestion administrative. Je fais tout pour qu'il puisse comprendre les contrats, pour qu'il puisse comprendre également, apprécier un contrat qui est en phase avec les dispositions ou pas, qui remplissent également l'ensemble des critères, n'est-ce pas, légaux, ainsi de suite. Quand également je fais des simulations, il y a rejet de contrat, le motif, il faut l'analyser et corriger et préparer un autre contrat. Dans tel contexte, quel est le contrat le plus adapté? Une fois en entreprise, ces jeunes-là, ils ne vont pas y aller avec les mains vides, ils vont venir avec du savoir, ils vont venir avec de la compétence. Et quand vous cherchez maintenant des stages, ne vous comportez pas comme de simples stagiaires. Il faut dire au DRH que vous venez de AFI et vous avez été très bien préparé. Vous disposez également des compétences que vous pouvez poser sur la table et monnayer également. C'est ça le besoin. Merci de m'avoir applaudi. À partir de ce moment, ce qu'il faut faire est très simple. C'est de vous comporter comme des partenaires. Et non comme de simples étudiants, voilà, qui n'ont que des soft skills, qui n'ont également des connaissances théoriques, qui viennent quémander un emploi ou un poste de stage. Non, ne vous mettez jamais dans cette posture. Une dame, une grande dame, une très belle dame, qui a participé de manière active à la campagne du président Barack Obama. C'est sûr que vous avez salué Barack Obama? On va voir ça tout à l'heure. Elle est diplômée, ou bien en tout cas une double diplomation en communication internationale, mais également en administration des affaires internationales. Elle est également diplômée d'un master en communication. Elle s'en est pas arrêtée là plutôt. En 2009, elle est revenue au Sénégal. Certainement, elle a dit que je vais apporter mon expérience au développement économique ou bien social du Sénégal. Elle a créé en ce sens en 2010 son magazine intitulé Intelligence Magazine. Récemment, elle a organisé un événement qui était d'ailleurs la 11e édition de la grande rentrée citoyenne. Madame Amissa Fall, que nous allons accueillir. Je voudrais juste, à l'entame de mes propos vraiment, vous dire que ce qui est le plus difficile quand on est étudiant, parce que j'aime dire que ça ne fait pas très longtemps non plus que j'étais là où vous êtes aujourd'hui, on se demande qu'est-ce qu'on va faire en fait. On se pose la question, est-ce qu'on va devenir entrepreneur? Est-ce qu'on va aller chercher un emploi? Et on voit les challenges, les défis, et on se dit, ben, de toutes les façons,
si jamais on ne réussit pas, on va tenter l'entrepreneuriat. Et puis ensuite, on décide de se lancer et quelques temps après, on est freiné par quelque chose et on dit, on va abandonner. Et finalement, on se retrouve dans une impasse. Alors, voilà ce que je voudrais vous dire. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur, tout le monde ne peut pas être employé. Il faudra faire un choix. Comment est-ce qu'on opère ce choix? La première chose, c'est qu'il faut avoir une conscience de soi-même, conscience de qui l'on est, c'est-à-dire de savoir aujourd'hui quelle voie on veut se tracer et surtout quel rôle on veut jouer au sein de la société. Est-ce qu'on veut juste porter une ambition individualiste où on va dire « Ok, je veux être riche ». Pourquoi on veut réussir? On veut réussir pour être riche. Croyez-moi, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est la première chose qu'ils vont vous dire « Je veux gagner ma vie ». D'autres, bien sûr, vous diront « Je vais aider ma famille ». Mais ça, pour moi, c'est l'objectif à moyen terme. Ça, c'est quand on commence à réussir, qu'on gagne de l'argent, et là, on dit « On va aider, on va réussir ». La question que j'ai envie de vous poser, c'est quel citoyen, quelle personne je veux être au sein de cette société où je vois des gens réussir, où il y a des gens avant moi qui ont fait des choses, qu'est-ce que je vais apporter? Et quand vous vous posez la question, la réponse devient beaucoup plus facile. Qu'est-ce que je veux apporter? Ça veut dire aujourd'hui, j'ai pris le temps d'abord de savoir qu'est-ce que j'ai de plus, qu'est-ce que j'ai de particulier, qu'est-ce que j'ai d'unique, quels sont mes talents, quelles sont mes passions, qu'est-ce que je peux apporter à ce pays. Et là, on est moins intimidé. On commence déjà à se valoriser, à dire tiens, ma somme d'expérience, ma somme de vécu, c'est unique. J'ai eu à apprendre des leçons, j'ai rencontré des professeurs extraordinaires. Alors comment est-ce que aujourd'hui tout ça peut m'apporter quelque chose? Et c'est là où on commence à se spécialiser, à dire tiens, je suis pas mal quand je parle en public. Donc peut-être aujourd'hui, je peux pousser quelque chose vers cette voie. Je suis pas mal dans les maths, je suis pas mal dans les sciences, je suis pas mal dans ceci. On essaie de se spécialiser et surtout, on va au-delà de se dire que j'ai un diplôme en commerce ou j'ai un diplôme en management, je vais aller gérer. Il faut aller au-delà de gérer. Tout à l'heure, on parlait d'intelligence artificielle. Et ce que beaucoup d'étudiants ne réalisent pas, c'est qu'il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître. Il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître parce qu'il y a beaucoup de personnes qui risquent de coûter cher à une entreprise si elles ne décident pas justement très tôt de savoir qu'est-ce qu'ils ont d'unique, qu'est-ce qu'ils ont de spécial et qui fera que l'entreprise voudra les garder. Et je dis aujourd'hui, il y a une valeur que beaucoup d'entre nous, on ignore souvent parce qu'on ne prend pas le temps de travailler cela, c'est la valeur humaine. C'est-à-dire aujourd'hui l'humain au cœur de l'entreprise. C'est très important. On ne va pas garder les gens parce qu'ils ont les meilleurs diplômes. Je le sais parce qu'aujourd'hui je dirige des sociétés. On ne va pas garder les personnes parce qu'ils ont les meilleurs diplômes. À un moment, on voudra travailler avec la meilleure personne. On voudra travailler avec quelqu'un de positif. On voudra travailler avec quelqu'un de gentil. On voudra travailler avec quelqu'un qui n'est pas tout le temps dans la critique négative, la critique gratuite. On voudra quelqu'un qui, au lieu de dire que les choses ne marchent pas, va voir comment on peut essayer de faire marcher ensemble les choses. On peut être avec des personnes aujourd'hui qui vont dire « Tiens, Afi, waouh, ils ont fait tout ça en 30 ans. » Déjà, on va dire « Tiens, Afi a quand même survécu 30 ans dans ce secteur. » Un secteur aujourd'hui où il y a des écoles qui ferment. Il y a des écoles qui ouvrent au bout de 2 ans, on n'entend plus parler d'elles. Il y a des écoles aujourd'hui qui n'ont même pas le temps de créer des activités pour leurs étudiants parce qu'ils sont tellement absorbés par cette urgence, cet impératif, ce besoin de survie. Et Afi a réussi à garder le cap pendant 30 ans et à être au top parmi les écoles d'excellence. Moi, je dis bravo à Afi. Chers étudiants qui aujourd'hui vous posez des questions, comment est-ce que je vais réussir? Vous voyez parfois des personnes qui viennent en entreprise. Vous voyez des personnes dans leur CV, vous regardez, ils ont fait 7 entreprises. Et parce qu'ils ont et ils continuent quand même de critiquer. Ils continuent quand même de se plaindre. Et s'ils prenaient juste le temps de se dire pourquoi je n'arrive pas à avoir une stabilité? Pourquoi je n'arrive pas à rester quelque part? Est-ce que je ne dois pas aussi revoir mes priorités? Est-ce que je ne dois pas essayer de redéfinir mes priorités? Et surtout, j'essaie de voir quel rôle je veux jouer dans l'espace où je suis.
Souvent, on avance avec un œil comparatif. On regarde, tiens, mon ami, il est dans telle boîte, donc je vais être dans une boîte à hauteur. Ou bien, telle personne était dans mon école et aujourd'hui, il a réussi à créer telle chose, je veux la même chose. Et on avance avec cette envie tout le temps de se comparer à quelqu'un ou de vouloir plus. Et cette satisfaction, on ne l'aura jamais parce qu'à chaque fois qu'on accomplit quelque chose, au lieu de prendre le temps de savourer, d'apprécier, de dire, tiens, j'ai quand même réussi à faire cela aujourd'hui. De rentrer le soir en disant, tiens, j'ai quand même contribué à cela. On va aller sur Facebook, on va aller sur LinkedIn, on va voir son ami qui a posté quelque chose, on va dire, pourquoi pas moi? Quand est-ce que je vais poster moi aussi quelque chose avec tel DG ou avec telle personne, etc. Je veux ça. Et pendant que vous dites, je veux ça, il y a le soi en vous qui résonne et qui dit, moi je veux que vous soyez là pour moi. Oui, c'est votre soi, votre... Vous-même, vous vous demandez, vous vous réclamez quelque part. Vous avez besoin de voir cette personne qui se plaint tout le temps, enfin s'assumer, voir ce qui est positif chez elle et arrêter de se comparer. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir lorsqu'on avance dans la vie. Et vous verrez qu'avec ça, il n'y aura jamais de jalousie, il n'y aura jamais d'envie, parce que vous n'allez perdre aucune seconde à envier quelqu'un. Vous allez au contraire voir tout ce que vous avez en vous et vous allez dire à mon tour d'exploiter cela. Mais ça ne se fera pas si vous ne prenez pas le temps de vous découvrir. Et surtout, la seule fois où vous ne devez pas être totalement satisfait, c'est envers les limites que vous pensez que vous avez. Vous n'avez pas de limites. Vous les imaginez. Et comme le disait tout à l'heure M. Sow, parfois on vient, on a peur, on se dit, il faut que je supplie même cet entrepreneur de me prendre, cette entreprise de m'embaucher. Et quand vous quittez là-bas, vous êtes souvent déçu parfois parce qu'on ne vous a pas rappelé. Et vous prenez ça tout de suite comme un échec personnel. Et vous en voulez inconsciemment ou consciemment à la personne qui ne vous a pas rappelé ou qui ne vous a pas pris. Vous dites que c'est contre vous, alors que non. Peut-être qu'il y a eu un meilleur profil quelque part qu'on a tout simplement pris, ou peut-être parce que cette personne a su mieux se vendre et cette personne a eu un meilleur input lorsqu'il fallait faire l'entretien. C'est pour ça, quand vous voulez aller travailler quelque part, et je le dirai jamais assez, essayez d'abord de connaître l'entreprise où vous allez. Je suis une femme. Aujourd'hui, on me reconnaît comme la première femme à avoir créé un mensuel d'information générale au Sénégal. Je n'ai pas le droit de laisser tomber les femmes. Je vais me battre et je vais montrer que c'est possible, même si on est la plus jeune. Puisque au moment où je commençais, j'étais la plus jeune à l'époque, je me suis dit, être jeune, être femme, c'est des avantages. Donc, à toutes ces femmes aujourd'hui qui hésitent en disant qu'elles ne vont pas réussir, nos jeunes sœurs là, détrompez-vous. À aucun moment, j'ai senti les gens mal me traiter parce que j'ai été une femme, etc. Je me suis dit, j'ai mon droit, mon devoir surtout, de jouer un rôle et de refuser d'être une victime. Alors, avancez serein, avancez positif, mais à aucun moment ne vous dites « je ne vais pas réussir parce qu'on ne va pas me prendre ». Si vous avez le sentiment aujourd'hui d'avoir été mis à côté ou de n'avoir pas pu vraiment décrocher votre chance, dites-vous que c'est parce que vous n'avez pas encore atteint la limite. Il y a encore d'autres et d'autres opportunités et vous devez être des citoyens acteurs de développement. Merci beaucoup. Le top management d'AFI, Madame Koulibaly n'en fait plus partie, hein. Elle est la présidente, je sais qu'elle n'a plus le temps de travailler, ça, mais c'est une bonne chose qu'elle soit là et qu'elle donne des stratégies. Alors quand on regarde les pays, aujourd'hui, le pays d'Afrique de façon globale, surtout, hein, parce que c'est vrai le chômage, ça existe partout, aux États-Unis, en Europe, etc., mais l'acuité dont on vit aujourd'hui le chômage quand même au Sénégal, ça pose, surtout en Afrique, ça me pose problème. Parce que partout dans les maisons, quand je discute avec des amis, même quand j'étais dans la haute administration, je le disais, chacun de nous peut faire le point au niveau de sa maison, chez lui. C'est des diplômés qui sont là, qui ne travaillent pas. Que ça soit une licence, un master ou bien même un doctorat. Les jeunes ne travaillent pas. Certains, ils ont le bac aussi, ils ne parviennent pas à poursuivre donc, les études. Donc, ça veut dire que, je ne parle même pas du chômage, mais, parce que c'est une autre définition, monsieur le RH, le chômage et le manque d'emploi. Alors, il y a à la fois le chômage, mais aussi l'absence d'insertion. Les responsabilités maintenant sont partagées.
bon, il y a beaucoup de débats, chacun tire donc de son côté, que ce soit l'État, que ce soit les entrepreneurs, que ce soit les étudiants donc, et autres. Donc c'est pourquoi un tel panel, quand même, à mon avis, donc, est d'une importance capitale. Depuis longtemps, j'assiste à des panels sur des thématiques liées à l'insertion professionnelle, mais j'avoue, je vous le dis très sincèrement, c'est la première fois que j'assiste à un panel aussi exhaustif sur les thématiques. Les interventions ont été très complémentaires et très pertinentes. Très percutant. Mon coup de cœur, je vais le donner, c'est lui-là. Alors, l'étudiant, dans ce processus-là d'insertion professionnelle, il doit se poser la question de savoir qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui me passionne. Et pour se demander qu'est-ce qui me passionne, je ne fais pas un cours magistral, je donne une contribution par rapport à cette raison. Il faut se poser la question de savoir qui suis-je. Le bilan des compétences, c'est important. Lorsque vous ne vous connaissez pas, vous ne pouvez pas savoir ce qui vous aspire et vous ne pouvez pas avoir confiance en vous. Si je demandais à un monsieur qui est là, est-ce que vous me faites confiance, il va à court-circuit me dire non, parce que je ne vous connais pas. Alors, on ne fait pas confiance à une personne que l'on ne connaît pas. Est-ce qu'on peut se faire confiance si nous ne nous connaissons pas? Donc, je pense que c'est le moment aussi de faire le bilan de ses compétences et de chercher parmi ces compétences, qu'est-ce qui vous passionne et vous vous concentrez sur ça. Mais aussi, le bilan de vos compétences vous permet de détecter vos points d'amélioration et transformer vos points d'amélioration en qualité, en compétences. Je pense que c'est ainsi que l'on va devenir le meilleur parmi les chercheurs d'emploi. Parce que le marché de l'emploi est très serré. Elle l'a dit, il y a 3000 demandeurs d'emploi par année. Il l'a dit, les recruteurs, ils font tout pour ne pas recruter. C'est exactement ce que j'ai dit à l'étudiante. Les recruteurs, ils n'offrent pas d'opportunité. Non, c'est parce qu'ils ont un besoin et qu'ils ont senti la nécessité de recruter qu'ils recrutent. Donc les places ne sont pas assez nombreuses. Donc c'est à la personne de se dire que je veux réussir et c'est dans ça que je veux réussir. Il faut que je pense, il faut que je sois agressif. Là, je vais vous dire l'une des histoires qui m'ont les plus marqué dans ma vie négativement. On a gagné un actus au niveau du Sénégal et on devait aller représenter le Sénégal en Californie. Parce que celui qui gagne le concours au niveau national va représenter son pays au niveau international. On n'avait pas eu l'accompagnement de notre administration. Le statut de l'étudiant entrepreneur vient régler ce problème-là. Ça veut dire quoi? Les opportunités sont là. Il faut être agressif pour aller les chercher. Je vous remercie. À Afi, il y a ce qu'on appelle la teranga afienne. Il y a une phase de clôture durant laquelle quelques cadeaux seront remis, en tout cas aux panélistes et à certainement à certaines entreprises. Donc pour le reste, je vais laisser au maître de cérémonie en tant que modérateur. Je vous laisse encore la parole pour clôturer. Donc je vous remets votre parole pour vous m'aviez remise.